je vais demander à François Fouchier, donc délégué Provence-Alpes-Côte d'Azur, délégué de Provence-Alpes-Côte d'Azur au Conservatoire du Littoral. François, bonjour. Donc, vous assumez le rôle de délégué depuis 2009 au Conservatoire du Littoral. J'ai lu dans un article que vous étiez pour une écologie intégrale, mais pas intégriste. Et vous dites que le job au conservatoire n'est pas un job contemplatif, mais un véritable combat. Donc, je vais vous laisser intervenir et nous montrer comment vous arrivez à combattre et à gérer l'écologie. Merci François. Merci Nert, bonjour à tous, ceux que je n'ai pas salués. Alors là, les propos que je tenais et la commande qui était portée, c'était d'avoir un zoom sur la Méditerranée, mais sur toutes les rives de Méditerranée. Je suis un peu sec sur les rives de l'Afrique du Nord, non pas parce le conservatoire n'a pas d'action, on a des relations. D'abord, il y a une délégation Europe internationale et ils œuvrent beaucoup à travers différentes structures qu'on a créées, que le conservatoire a créées. C'est des structures associatives comme les petites îles de Méditerranée, mais on a des partenariats très forts avec l'Algérie, le Maroc, la Tunisie, la Libye, etc. Et bien sûr, l'ensemble du pourtour méditerranéen. Et c'est vrai que cette question que je vais développer sur plutôt les rivages français de méditerranéens s'applique tout à fait à ces lieux-là. Et très récemment, on est alors en dehors de la Méditerranée, plus avec le Sénégal, le Bénin en ce moment, sur ces questions qui sont ces paysages littoraux, mais aussi le vivre sur un territoire littoral lié à la fois aux dynamiques côtières et à la fois à l'élévation du niveau de la mer. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la pédagogie, le Conservatoire du Littoral, donc établissement public qui acquiert des terrains pour les préserver, notamment par rapport à une urbanisation sans scrupule, c'est de garder cette naturalité. Et à la fois, on a aussi des lieux d'identité culturelle, à l'évidence, sur ce littoral que l'on protège. Et la question de la dynamique côtière, c'est quelque chose qui est difficile à appréhender, parce que culturellement, qu'on le veuille ou non, et surtout dans notre culture occidentale, on part du principe qu'on a la maîtrise de la nature et la maîtrise des éléments. D'ailleurs, on l'a fait avec des digues le long du Rhône, du Rhin, des grands fleuves, et puis, bien sûr, des digues, vous les connaissez, pour faire des ports, etc. Et on se dit, mais finalement, ce que les Romains n'ont pas réussi à faire, ce que les uns n'ont pas réussi à faire, Saint-Louis, pour les croisades, ils n'ont pas réussi à le pérenniser. Nous, on est plus fort et on va tenir, et on est capable parce que on a des machines, on a des outils, on a des ingénieurs et on sait faire. Grave erreur. Parce que c'est tout notre rapport, et là, il y a besoin de philosophes, il y a besoin des sciences humaines, et il n'y a pas besoin d'ingénieurs techniciens, c'est notre rapport à la nature et notre rapport à cet espace de rivage en mouvement. Et c'est cette dynamique côtière qu'on n'appréhende absolument pas. Et les choses vont s'accélérer avec le réchauffement climatique. Et j'entends beaucoup d'élus, beaucoup de responsables qui disent « Ah mais non, ce n'était pas prévisible, c'est le réchauffement climatique ». Alors ça, c'est la grosse excuse. La réalité, c'est que ça a toujours bougé. Et ces dynamiques, on a toujours refusé de les voir. Et la perception du risque, c'est bien connu, c'est que ça fait peur. Et la peur est toujours mauvaise conseillère. Et on a toujours envie, effectivement, d'avoir un discours guerrier, comme ça a été dit tout à l'heure, de lutter et d'aller à l'encontre de ces dynamiques. Au Conservatoire du Littoral, notre conseil scientifique nous dit qu'il faudrait, sur certains secteurs, laisser la libre évolution. Alors, je rassure tout le monde, quand il y a la commune des Saintes-Maries-de-la-Mer, on ne dit pas libre évolution. Mais n'empêche qu'on peut leur dire, pensez l'avenir, parce que malgré tout, dans un siècle, dans 2 siècles, dans 3 siècles, eh bien, finalement, ce village ne pourra pas exister, et c'est un fait. Alors, on ne peut pas le dire aussi brutalement, mais ça s'anticipe dans les mentalités. Et il y avait Jacques Ellul qui disait dans les années 70, il faut faire usage de la non-puissance. La non-puissance, ce n'est pas l'impuissance, c'est la connaissance de la puissance, mais on ne l'utilise pas. On ne l'utilise pas parce que ça n'a pas de sens dans un certain nombre de choses. Il évoquait d'autres sujets que la gestion du littoral, mais c'est quand même, je reviens sur ces éléments, c'est notre perception réelle de cette réalité qui nous échappe, mais qui n'échappait pas aux anciens. Toutes les villes balnéaires du Var sont récentes, c'est l'après-guerre.
tous les villages étaient perchés avant. En bas, il n'y avait que des cabanes de pêcheurs qu'on reconstruisait. Et la Camargue ne fait pas exception à ça. On avait des tours construites au XIIIe, XIVe siècle, le long du Rhône, sauf que le Rhône, il s'est déplacé de 3 km en une nuit au XVIIIe siècle. Et donc, ces dynamiques font que de toute façon, il y a un facteur irrémédiable d'évolution qui va dans un sens ou dans l'autre, et je viendrai vous le montrer. Alors, ce qui est important, je ne veux pas rester très technique, mais malgré tout, la nature, elle a la puissance de l'évolution de la nature est là. Et l'intelligence, ce n'est pas de vouloir la contrer, c'est de pouvoir la comprendre. Et on développe au Conservatoire du littoral, comme au ministère de l'écologie, ce qu'on appelle les solutions fondées sur la nature. Ça veut dire qu'on va tirer profit de la nature pour finalement entrevoir l'usage, la vie sur cet espace littoral. J'évite le mot aménagement parce qu'il est vrai et il y a beaucoup d'hypocrisie même au conservatoire ou au ministère de l'écologie en disant laissons faire la nature. En fait, on crée un paysage aussi, qu'on le veuille ou non. Et vous allez voir dans les exemples, finalement, il y a différentes formes de paysages. La digue en est une, mais nos dunes reconstituées en est une. L'accueil du public sur ces espaces en est une pour recréer des sentiers, des cheminements, etc. Et il faut assumer finalement aussi, de temps en temps, une forme de contradiction en disant on défend la nature, mais en fait, on crée aussi une forme de paysage, même sur le laisser-faire. Alors ici, vous voyez, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais il y a une dérive littorale. Il y a des échanges transversaux entre le transport vers le large du sable. Il y a aussi le transport éolien du sable. Et tous ces éléments créent des dynamiques très, très fortes. Je donne un exemple. On a acheté 6500 hectares au Salin, à la Compagnie des Salins en Camargue. On a perdu 40 hectares en 10 ans. Ce n'est pas le réchauffement climatique. 40 hectares de dynamique. C'est beaucoup, mais on en a gagné 48. Donc l'idée, ce n'est pas de faire peur, c'est de dire que ça bouge. Et je fais souvent une comparaison dans notre approche de littoral. On a la même aberration finalement que lorsqu'on s'est préparé à la Deuxième Guerre mondiale face à un intrus qui était l'Allemand, on a créé la ligne Maginot. Et on a mis tous nos milliards sur une ligne Maginot. Aujourd'hui, notre perception du littoral et notre façon de vouloir le figer, c'est notre ligne Maginot d'aujourd'hui, qui coûte des milliards. Au niveau national, au niveau international, ça nous coûte des milliards. Et cette ligne Maginot, en fait, elle ne sert à rien, en tout cas, rien à l'échelle de ce qui se passe sur l'ensemble du littoral. Je ne dis pas qu'il ne faut rien faire en face du village des Saintes-Maries-de-la-Mer, par exemple. Je dis simplement que si on le fait, on sait que de toute façon, ce n'est pas durable. En tout cas, ce n'est pas durable au-delà du siècle. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne fait pas le choix de le faire. Alors, le paysage, pour nous, alors j'ai parlé de psychologie, de philosophie et de besoin de sciences humaines, parce que c'est là qu'il y a un problème. Le problème, alors d'abord, il peut y avoir des cultures techniques, c'est évident, et des débats techniques, mais la population et l'appréhension de la naturalité, on voit bien nos problèmes par rapport au loup, à l'ours, ben c'est la même chose vis-à-vis du risque, inondation, de la submersion. On a un rapport à la nature qui est complètement foireux. Voilà, il a un problème et que je n'ai pas trouvé dans d'autres cultures. J'ai vécu 10 ans dans le Pacifique Sud, c'est des gens qui ont une culture du risque ou une culture de l'espace. Alors je vais aller assez vite. Le paysage, pourquoi? Alors vous avez ces images qui font peur où la NASA dit ben, la mer monte d'1 mètre, voilà tout ce qui va être inondé. C'est encore une aberration, on n'est pas dans une baignoire. Il y a une hydrodynamique et une dynamique qui fait que ce n'est pas du tout comme ça que ça se passe. Le sable va bouger avec la mer, c'est évident. Donc les choses vont bouger, mais pas forcément comme une cuvette où je rajoute juste 1 mètre. Ça, c'est une vision assez faussée et médiatique de ce qui pourrait se passer. Donc à la fois, il y a une dynamique dunaire. Et puis, vous voyez cette petite augmentation du niveau marin qu'on estime à 40 cm, voire 80 cm, voire 1 mètre, voire un peu plus, selon les simulations qu'on veut faire. Et donc, on voit très mal, on a utilisé cette vue en 3D pour expliquer aux élus et aux populations, ben voilà, en 2018, vous avez cette route, vous avez ces épis et ces choses-là. En 2050, regardez ce qui se passe. Voilà, si on ne fait rien. Mais la réalité, c'est que si on rajoute des digues, de toute façon, ça sera encore pire. Et il y a un moment, on ne va pas protéger tout le littoral. C'est 2050. Mais on peut aller plus loin. On peut dire, tiens, je vais aller à 2050.
Et alors, du coup, c'est intéressant parce que si on dit, tiens, je vais faire tel investissement en millions d'euros, eh ben, vous voyez la route, le canal, regardez ce qui reste en 2150 s'il ne se passe rien. Ce n'est pas la submersion complète du territoire, c'est une translation de la dune, un système dunaire qui va se reconstituer, mais ailleurs, autrement. C'est ça la dynamique côtière. Et donc c'est à travers ces vues, ce n'est pas encore l'approche paysagère, mais c'est quand même une vue où on voit ici des ouvertures, des gros, donc ce qui est potentiel entre 2000 à 2050, mais on peut aller à 2150, et on voit très bien, là on est sur la cathédrale de Maglone, pour ceux qui connaissent, on est sur le littoral languedocien, et ben vous voyez le type de paysage que ça peut représenter. C'est pas la fin du monde, c'est un autre faciès, un autre littoral, et c'est ça qu'il faut arriver à expliquer aux gens. Et là, vous voyez le beau canal du Rhône à 7 qui est là. Alors, je reviens à la Camargue que je connais un peu mieux. Je suis le délégué en Provence-Alpes-Côte d'Azur. On a racheté à la Compagnie des Salins 6500 hectares et on a eu une politique. Il y a une digue qui s'appelle la digue à la mer. Mais contrairement à ce qu'on peut penser, elle n'est pas au droit de la mer. La digue à la mer peut se retrouver à 6, 8, 10 km de la mer. C'est une digue entre le Petit Rhône et le Rhône dans le delta, mais à l'intérieur des terres. Cette digue à la mer est un frein à la submersion marine à l'intérieur des terres. Et quand on a acheté ces espaces-là, on s'est dit c'est le moment d'abord de retrouver une forme de naturalité, avec, comme ça a été dit très justement sur les saumons, là nous on a des anguilles, et les anguilles elles vont jusqu'aux mers des Sargasses, donc elles reviennent ici. Il n'y avait plus d'anguilles, il n'y avait plus de pêche, il n'y avait plus rien. Et c'est normal, on avait mis des digues partout et on faisait du sel par pompage. Donc on mettait ce qu'on appelle des partennements, des bassins, et de bassin en bassin, avec l'effet cumulé du vent et du soleil, on arrivait à monter en concentration les eaux jusqu'à avoir les tappes salantes qui sont gardées par la Compagnie des Salins plus à l'est. Donc ce grand site qui fait 6500 hectares qui a été acquis, vous voyez, il y avait une digue qui appartenait à la Compagnie des Salins, dont ils ont toujours la responsabilité, mais ils n'ont aucun moyen de pouvoir lutter. Avant, il y avait 200 mètres de plage avant. Quand ils nous l'ont cédé, elles étaient frontales et elles s'en vont. Elles s'en vont et il y a des brèches. Mais avec tout, et là aujourd'hui, ici, c'est la pêche miraculeuse. Alors il y a du braconnage, il y a de tout, parce que c'est exceptionnel. En fait, la biodiversité s'est révélée dans une liaison terre-mer qui a retrouvé ses droits. Alors, vous voyez la brèche, mais vous voyez le sable. Ça veut dire qu'en fait, ce qui se constitue, et c'est des volumes gigantesques, c'est que le système dunaire est en train de se mettre, ça c'est en 10 ans, vous voyez, en 10 ans, on a une cassure, des submersions, mais en fait, il va se retrouver un nouveau cordon dunaire, et bizarrement, la dune est beaucoup plus résiliente que la digue. La digue, c'est un peu comme le ping-pong, vous tapez fort, l'eau elle revient, mais en revenant, le revers, il va prendre le sable au pied et il va l'envoyer au large sans pouvoir le remobiliser à la tempête suivante. Et donc en fait, la démonstration, c'est que la digue empire la situation alors qu'on a l'impression qu'elle nous protège. Elle nous protège 5 ans, 10 ans, 20 ans, 30 ans, mais en fait, elle ne fait qu'aggraver le système quand on regarde le système du sable tel qu'il se passe dans l'ensemble du transect. Donc ces nouveaux paysages, au début, socialement, on était des ennemis. Alors ailleurs, le conservatoire, quand il arrive, tout le monde nous embrasse, ils disent grâce à vous, on a le bien commun, on peut se promener librement, on a accès au littoral, il n'est pas acheté par un riche à Saint-Tropez ou dans les Alpes-Maritimes ou Cap d'Antibes. Ici, c'est tout l'inverse, ils nous tapent dessus en disant vous abandonnez le littoral, vous nous menacez, vous ne faites rien. Voilà. Et ce travail de conviction qui doit nous remettre en question nous amène à penser le paysage autrement, comme le vivaient peut-être leurs grands-parents historiquement. Donc vous voyez les brèches sur le secteur, mais vous voyez tout le sable. Là, vous voyez les étangs avant et tout le sable qui est en train de rentrer dans le système et qui va constituer un vaste espace dunaire. Je vois qu'il ne reste pas beaucoup de temps. Un autre exemple qu'on appelle le recul stratégique, qui certes est guerrier, mais qui montre aussi qu'on peut avoir une reconquête, y compris sur la fréquentation des espaces. C'était une route départementale que vous voyez là.
La route départementale a été décalée d'1 kilomètre en arrière-plage. En arrière littoral, pas en arrière plage. Et du coup, plus de voitures. On a organisé des stationnements et c'est 6 kilomètres qui ont été renaturés avec un système beaucoup plus résilient. Parce qu'avant, il était circulé, il était piétiné. Le système dunaire ne se mettait pas en place parce qu'il n'y avait pas de végétation. Donc le sable était toujours mobilisable par le vent. Et là, on a une reconquête en quelques années de tout cet espace naturellement, alors même qu'on le laisse évoluer librement. Mais il y a des milliers de gens qui sont là en été, ça n'enlève pas. Mais on a su, en maintenant une accessibilité, en l'aménageant, c'est quand même un aménagement lourd, mais avant, il y avait quand même une route départementale qui a été retirée. Ça, c'est un exemple en Languedoc-Roussillon. Et ce qu'on a osé faire, et qui est une première même dans le partenariat européen qu'on a, et je finis là-dessus, c'est qu'on a osé désenrocher. Alors ça, il faut oser. Nos amis italiens, les autres, ils ont dit, vous êtes fous. Parce que là, politiquement, vis-à-vis de la population, c'était la folie. C'est-à-dire, non seulement on laisse faire, mais en plus, on désenroche. Et on l'a fait. Ça ne s'est pas passé tout seul. Et là, la médiation, alors pour le coup, la médiation du paysage et l'accompagnement de la société civile, du citoyen, du promeneur, les enquêtes qu'on a faites, et bien sûr des élus, des préfets et autres, est passé parce qu'il y avait menace, il y avait un danger. Et vous voyez, en 2 ans, on a enlevé les enrochements et regardez la plage. Et regardez de septembre, si vous allez à mai 2021, alors on a perdu des arbres. C'est sur les vieux salins à hier, mais on a regagné une plage qui est beaucoup plus résiliente. Là, on travaille sur les posidonies qui sont un amortisseur de houle aussi. Et je peux vous dire qu'entre les oppositions farouches qu'on a eues, en plus c'était en plein gilet jaune, donc on en avait plein la tête, on a maintenu contre l'avis de tous, du préfet, des élus, et on a dit mais il n'y a que nous derrière, il n'y a que nous. Et il y a bien un moment où il va falloir faire la démonstration que ce type d'expérimentation démontre bien que l'enrochement, et beaucoup c'était du déchet du BTP qui avait été posé à l'époque, est une solution. Et en contrepartie, on a créé un cheminement arrière littoral et les gens, aujourd'hui, c'est 98% de gens satisfaits. Tout le monde applaudit. Et Monsieur Girand, que tu connais sûrement, qui a été redoutable dans cette affaire, a reconnu publiquement en septembre, pour les 20 ans de l'acquisition des salins, qu'il s'était trompé et que c'était une réussite. Et c'est une réussite, mais ce n'est pas reproductible partout, parce que là, on n'a que de l'espace naturel derrière. On n'a pas un village, on n'a pas un port, on n'a pas des maisons. Mais la réalité, là, c'est qu'on a une prospective aussi sur 2100, où on montre que les choses vont encore évoluer, mais qu'on est capable de s'adapter. Donc, on parle d'adaptation au changement climatique. Le temps est écoulé. Voilà, j'ai fini la présentation. Vraiment un grand merci. C'était passionnant. Alors, on voit bien quand même qu'être délégué au Conservatoire du littoral, c'est un combat. Hein. Ça, il n'y a pas de doute, aucun doute. Mais on est contemplatif aussi. Oui, ça c'est vrai. Les deux ne s'opposent pas. Tout à fait. Alors, 2 questions peut-être. Est-ce qu'il y a des questions? Ou est-ce que vous êtes assommés par... émerveillés. Alors, ils sont à la fois assommés et émerveillés. Et peut-être qu'ils font la digestion. Ça peut se faire. Une question. Oui, c'est à propos du double tombolo, la presqu'île de Gien. Parce qu'il y a 2 lagunes. Il y en a une côté est et l'autre côté ouest. Celle du côté est est en fait abîmée, enfin attaquée en liaison à la création du port d'Hyères. Et quel est le devenir de cette lagune côté est? Donc là, on est sur les vieux salins qui sont à plusieurs kilomètres, 10 kilomètres à l'est de ce double tombolo qui constitue un autre espace qu'on appelle les salins du Pesquier, propriété du conservatoire. Et il y a une route du sel, et effectivement, qui est attaquée. Alors d'abord, elle est attaquée parce qu'il y a eu des prélèvements en mer de matériaux, et donc ça a créé un canal, un couloir d'amplification de la houle qui vient taper exactement sur un site. Donc déjà, si on voit l'histoire des choses, c'est bien l'homme qui est déjà responsable de l'aggravation d'un système sur un secteur.
Alors, si on regarde à 3 siècles, ça reviendra à ce que c'était il y a 2000 ans, c'est-à-dire une sorte de lagune semi-ouverte avec l'eau de mer qui rentre dedans. Il faut savoir que le Salin est à 60 cm ou 40 selon les périodes, 40 cm sous le niveau de la mer, et on est obligé de pomper pour sortir cette eau-là sur l'ensemble de l'ancien Salin du Pesquet. C'est notre plan de gestion actuel. Alors moi, je n'ai pas de boule de cristal. Ce que je pense, c'est que là aussi, il faut faire des choix. Ça veut dire qu'on veut faire une route. On veut faire une route sur un espace qui est menacé. Ce qui va se passer sur la route du sel à Hyères, c'est ce qui va se passer dans les Alpes-Maritimes, dans toutes les routes côtières, ou ce qui s'est passé justement au Grand Travers et Petit Travers, c'est qu'à un moment, il faudra imaginer que cette route, elle n'est pas durable et que, je ne parle pas de recul stratégique, mais on va s'adapter et qu'il va y avoir une évolution du trait de côte. Et la route, elle est au milieu et il va falloir s'adapter à ça. Et je pense qu'on peut vivre le territoire autrement. L'idée, c'est pas dans la privation, et c'est ça qui pose problème dans la confrontation avec les gens, c'est qu'on est dans du binaire. On dit, on va perdre. Mais c'est pas ça. Comment on vit autrement le territoire? Et ça, c'est la vraie question. Parce qu'aujourd'hui, est-ce qu'on a besoin de la voiture? D'ailleurs, il y a un siècle, est-ce que les gens avaient besoin de la voiture pour vivre le territoire? Pas du tout. Et donc, notre problème, c'est qu'on inverse complètement les choses. On veut maintenir des aménagements qui rendent des services, mais il peut y avoir d'autres façons de vivre le territoire. Le but, c'est pas de dire la nature sans l'homme, c'est de dire mais comment on l'habite autrement. Et donc l'idée, est-ce que la route, franchement, elle est indispensable. Et toute cette urbanisation balnéaire qui s'est constituée sur la presqu'île de Gien et puis la route qui va aux îles de Porquerolles et les îles d'Or, est-ce que typiquement, il ne peut pas y avoir des modes doux? Est-ce qu'il ne peut pas y avoir des navettes? Est-ce qu'on a besoin de ce vomissement de milliers de bagnoles qui vont arriver? Parce qu'on a toujours besoin d'avoir la bagnole et je vais sortir mon kite, et je suis sportif, mais je veux mon kite à moins de 50 mètres de la voiture. Il faut apprendre à le vivre autrement. On l'a fait en Camargue sur Bauduc. Il y avait 13 km de plage qui étaient circulées, les roues dans l'eau. On apprend aux gens à poser la voiture et à vivre le territoire autrement. Et c'est vécu. Il y a une vraie fréquentation et un vrai plaisir à vivre le territoire. Apprenons à nous sevrer d'une forme de vie et d'usage, notamment des véhicules motorisés, qui quand même est assez dramatique pour notre société. Et on le voit même en centre-ville, c'est universel. Oui, mais c'est ce que je dis, c'est qu'il y a bien eu des aménagements humains. Je propose, on peut en discuter à la pause si vous le souhaitez pour aller dans le détail. Une autre question là-haut. Invisible. Bonjour. Je voulais savoir si, à l'instar de Saint-Louis au Sénégal, où il y a une brèche et une salinisation de la nappe phréatique, à l'instar de Venise, où il y a une lagune et des risques avec de l'extraction de la nappe phréatique, quelle était la dynamique des eaux, du coup, continentales douces et marines salées? Est-ce que vous avez, du coup, une sorte de prospective ou... Voilà. J'ai posé cette question dans le delta de la Camargue il y a à peine la semaine dernière, et en fait, on n'a rien. Et du coup, il faut l'investir. C'est-à-dire, alors ça, moi, j'ai travaillé sur ces sujets plutôt en milieu insulaire, où on a les lentilles d'eau douce qui flottent finalement sur l'eau salée qui est influencée par la mer. Et donc, le travail se fait entre cette eau douce, cette eau saumâtre et cette eau salée. Et donc, dans les îles, notamment en Polynésie, le travail, il est dans la ressource durable, c'est-à-dire pouvoir prélever, mais sans affecter pour des décennies. Parce qu'une fois que le sel est dedans, c'est vraiment très difficile de revenir en arrière. Après, il y a la question de la pluviométrie. On parlait à table d'un reportage qui a eu lieu hier sur Madagascar. Le sud de Madagascar, il n'a pas plu depuis 3 ans. Donc les cours d'eau historiques, donc le changement climatique peut influer complètement ça. Mais pour revenir à un sujet d'aménagement, quand vous avez un delta et que vous mettez des digues pour se protéger contre le risque inondation, de fait, l'eau douce qui arrivait dans le delta n'y arrive plus,
puisqu'on l'évacue dans un gros tuyau à ciel ouvert qui s'appelle un fleuve canalisé. À partir de ce moment-là, l'eau douce qui vient appuyer la nappe, et ben finalement, ce n'est pas une digue qui arrête l'eau salée. L'eau salée, elle passera de toute façon et elle va ressaler l'ensemble du delta de Camargue, ce qui est un problème majeur sur le maintien d'une agriculture sur ce delta. Donc c'est des sujets au cas par cas extrêmement complexes, mais très souvent, on a ignoré cette dimension d'eau sous-marine, y compris en modélisation. Ce qui fait qu'on a fait des erreurs, je pense. Voilà, alors une dernière question, bien qu'il n'y en ait que deux, mais c'est notre président, donc je ne peux pas ne pas lui donner le micro. Merci beaucoup pour cette présentation et les images qui illustrent vraiment les résultats qui sont obtenus. Et justement, c'était une question par rapport à ces images, en fait, parce qu'en tant que professionnel, on est confronté au quotidien à la réalité des images qu'on présente dans le cadre d'un projet. Et on a vu des belles perspectives. En fait, au début, la question, c'est de se dire comment on arrive à faire des projections de ce type, à quelle mesure, en fait, voilà, comment on arrive à ce résultat-là. Mais surtout, comment du coup on arrive à convaincre des élus ou des personnes qui pratiquent le territoire en proposant des images où on n'a aucune capacité à s'assurer que ça va être le résultat final, en fait. Et c'est vrai que dans notre profession ou même quotidien, on est sur cette réalité de ce qui va être réalisé. Cette image-là, ma démonstration, c'est en montrant ce qu'on a fait là. Parce que ça, personne n'y croyait. Personne. Non, personne. Les élus, les décideurs, personne ne comprenait en disant ces écolos. Mais le maire, il veut toujours, je ne cite pas les maires, les noms, mais c'est je veux 40 km de digue. Voilà. Il y a un risque, on protège la population, on protège. Et quand on dit on veut protéger les biens et les personnes, ils disent non, 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 non. On ne protège pas les biens et les personnes, ça ne suffit pas. On protège la Camargue. Mais la Camargue de quoi ? De 1550, de 1850, de 1950, comme ça bouge. Et c'est ça qui est un problème psychologique. Les gens ne comprennent pas qu'il y a des dynamiques dans lesquelles on va s'inscrire et qu'il faut arriver, il faut s'affranchir complètement de cette vue fixiste de l'évolution des choses. Et la démonstration, pourquoi on a insisté, c'est qu'on veut être démonstratif sur des cas très particuliers, qu'on ne raconte pas des histoires et que la simulation qui est basée sur des tas de modèles universitaires, etc., c'est du sérieux, c'est pas une vue d'artiste. Avec des modèles hydrodynamiques, c'est exactement ce type de choses qui pourront avoir lieu. Donc c'est grave, mais ce n'est pas la fin du monde.